Bonjour à tous et à toutes, je suis le voyageur des terres. Aujourd'hui, je commence un nouveau récit qui se nomme La peur qui rôde. Alors c'est de nouveau un récit de Lovecraft, mais j'adore cette nouvelle et c'est vraiment elle qui m'a fait adorer Lovecraft. Donc je vous laisse vous installer, le récit va commencer. Alors, La peur qui rôde. Il y avait de l'orage dans l'air, la nuit où je me rendis à la maison abandonnée du Mont des Tempêtes, pour y découvrir la peur qui rôde. Je n'étais pas seul, car la témérité ne se mêlait pas encore chez moi à cet amour du grotesque et de l'horrible qui avait fait de moi un éternel errant, en quête de ce qu'il y a de plus étrange et de plus terrible dans la littérature et dans la vie. Deux hommes robustes et fidèles m'accompagnaient. Ils avaient une longue habitude de ce genre d'expédition, auquel ils convenaient parfaitement, et je les avais fait venir au moment venu. Nous avions quitté le village discrètement, à cause des journalistes qui ne cessaient d'y rôder depuis la panique affreuse du mois précédent, lorsqu'était venue cette vision de cauchemar, la mort rampante. Plus tard, pensais-je, ils pourraient me servir, mais je ne voulais pas d'eux en ce moment. Plût à Dieu que je les eusse laissés effectuer ces recherches eux-mêmes. Je n'aurais pas été obligé de porter si longtemps ce secret, et de le porter seul, de crainte que le monde ne me croie fou, ou ne sombre dans la folie, à cause des implications démoniaques de tout cela. Si je me suis résolu à parler, c'est que j'ai peur, que l'obsession ne me mène à la démence. Et maintenant, je voudrais n'avoir jamais rien caché. Je suis seul à connaître la vérité sur la peur qui rôdait dans la montagne fantomatique et déserte. Après des kilomètres de forêt vierge et de collines, notre petite voiture n'eut pas la force de monter la dernière pente boisée. La nuit, sans la foule habituelle des enquêteurs, l'aspect du pays était encore plus sinistre qu'ordinaire. Aussi fûmes-nous tentés d'allumer les phares à acétylène, qui risquaient pourtant d'attirer l'attention. Ce paysage n'était pas vraiment agréable une fois la nuit tombée. Je crois que j'aurais remarqué son apparence morbide, même en ignorant toute la peur qui y rôdait. Il n'y avait pas de bêtes sauvages, elles se tiennent coites au voisinage de la mort. De vieux arbres, frappés par la foudre, semblaient étrangement grands et tordus, et le reste de la végétation, épais et chargé de fièvre. Tandis que de curieux monticules et de petits tertres hérissaient la terre volcanique, couverte d'herbes folles, évoquant de serpents et des crânes humains de proportions gigantesques. Les journaux avaient publié des récits circonstanciés de la catastrophe qui, pour la première fois, avait attiré l'attention du monde sur la région. C'est par eux que j'ai appris très tôt que la peur rôdait depuis plus d'un siècle sur le mont des Tempêtes. C'est une colline perdue, isolée dans cette partie des Catskills, à peine touchée jadis par la civilisation hollandaise, dont les seuls vestiges sont constitués par des rares maisons et une population montagnarde dégénérée, habitant de pitoyables hameaux. Les hommes normaux sont rarement allés dans ces parages avant la formation de la police d'État, et même maintenant les patrouilles y sont rares. La peur cependant est de tradition depuis longtemps dans les villages voisins. C'est le principal sujet de conversation des pauvres montagnards, lorsqu'il leur arrive de quitter leur vallée pour échanger des corbeilles tressées à la main contre des objets de première nécessité, que ni la chasse ni l'élevage ne peut leur procurer. La peur rôdait sans cesse dans la maison des Martens. Abandonnée, évitée de tous, elle se dressait au sommet de la colline en pente douce, à qui la fréquence des orages avait valu le nom de Mont des Tempêtes. Depuis plus de 100 ans, la vieille maison de pierre, entourée d'arbres, était sujet à des récits extravagants, incroyablement hideux, dont le thème était la mort, sous la forme d'un colossal démon, silencieux et rampant, qui sortait l'été. On répétait, en gémissant, qu'après la tombée de la nuit, il s'emparait des voyageurs solitaires. Parfois, il les emportait. Parfois, il les laissait aussi sur place, affreusement déchiquetés et rongés. On prétendait également que des traces de sang menaient à la maison abandonnée. D'après certaines personnes, c'était le tonnerre qui faisait sortir le démon de sa retraite. D'après d'autres, au contraire, le tonnerre était sa voix même. Personne
Hormis les gens de la forêt, n'avaient cru ces contes variés et contradictoires, qui décrivaient de manière incohérente et délirante le démon à peine entrevu. Pourtant, personne, fermier ou villageois, ne doutait que la maison des Martens fût hantée par un vampire. L'histoire locale interdisait d'ailleurs d'en douter, bien qu'on n'eût jamais eu la preuve. Pourtant, nombreux étaient ceux qui s'étaient livrés à des recherches, après avoir entendu de la bouche des montagnards des récits particulièrement forts. Les aïeules savaient des contes étranges sur les spectres des Martens. Elles parlaient de la bizarrerie dissymétrique des yeux qui était un des traits héréditaires de la famille, de sa longue et curieuse histoire, du crime, enfin, qu'il avait voué à la malédiction. La catastrophe qui m'avait incité à me rendre sur place était la brutale et sinistre confirmation des plus étranges de ces légendes. Une nuit d'été, après un orage d'une violence sans précédent, le pays fut mis en émoi par les montagnards en proie à une terreur panique, qu'on ne pouvait attribuer à des hallucinations. Ces pauvres êtres hurlaient et frémissaient au souvenir de l'innommable terreur qui avait fondu sur eux. Personne ne mit leur parole en doute. Ils n'avaient rien vu d'ailleurs, mais les cris provenant d'un hameau prouvaient assez bien que le démon rampant était passé. Le matin, des habitants du village et des policiers à cheval suivirent les montagnards à l'endroit où, disaient-ils, la mort était venue. La mort y était, en effet. Dans l'un des villages, le sol était creusé, comme sous l'effet de la foudre, emportant plusieurs de ces taudis malodorants. À ce dommage matériel s'ajoutait une dévastation organique qui le rendait insignifiant. L'endroit avait peut-être habité 75 personnes. On n'y voyait plus âme qui vive. La terre en folie était couverte de sang et de débris humains qui n'exprimaient qu'avec trop de force les ravages exercés par des dents et des griffes démoniaques. Pourtant, aucune trace ne partait du lieu du carnage. Personne ne fit de difficulté pour admettre qu'il s'agissait d'un animal monstrueux, et nul n'osa suggérer qu'il s'agissait peut-être d'un de ces crimes sordides qui se commettaient parfois dans les communautés décadentes. On finit cependant par le dire, lorsqu'on apprit que 25 personnes n'étaient pas au nombre des cadavres. Même ainsi, il était difficile d'expliquer l'assassinat des 50 victimes par cet autre tiers. Mais il restait qu'une nuit d'été. Le feu du ciel avait laissé, en tombant sur le village maudit, 50 cadavres horriblement rongés, mutilés et déchiquetés. Dans leur émotion, les gens du pays y virent un rapport avec la maison des Martens, bien qu'elle fût distante de plus de 5 kilomètres. Les policiers, plus sceptiques, n'examinèrent que rapidement la maison au cours de leurs investigations, et constatant qu'elle était entièrement abandonnée, ne s'en occupèrent plus. Mais les gens du pays l'inspectèrent avec le plus grand soin. On retourna tout dans la maison. On sonda les mares et les ruisseaux. On battit les buissons. On fouilla la forêt voisine. Tout fut vain. Le démon n'avait pas laissé d'autres traces que cette destruction. Dès le second jour de l'enquête, l'affaire avait été complètement exposée par les journaux, dont les correspondants ne cessaient de parcourir le monde des tempêtes. Ils décrivaient la maison, avec grand luxe de détails, et tentaient d'élucider le mystère en interrogeant les vieillards du pays. Je suivis d'abord le récit de ces horreurs avec nonchalance, car je suis un connaisseur en la matière, mais au bout d'une semaine, ayant décelé une atmosphère troublante, je me mêlai, le 5 août 1921, aux journalistes qui emplissaient l'hôtel de l'Efred Corner, le village le plus proche du mont des tempêtes, qui servait de quartier général aux enquêteurs. Au bout de 3 semaines, le départ des journalistes me donna la liberté de mettre sur pied une expédition fondée sur l'enquête minutieuse à laquelle je m'étais livré en attendant. Donc, par une nuit d'été, déchirée de lointains roulements de tonnerre, je quittai la voiture silencieuse et montai avec mes 2 compagnons armés jusqu'au sommet couvert de bosses du mont des tempêtes. Les rayons de ma lampe électrique éclairaient les murs d'un gris spectral que laissaient entrevoir les chênes géants dans la solitude nocturne. La maison, vaste et massive, produisait une impression de terreur vague que le jour même ne dissiperait pas. Malgré tout, je n'hésitais pas, puisque j'étais venu pour vérifier une hypothèse. À mon avis, le tonnerre faisait sortir le démon mortel de sa cachette. Et que ce démon fût un être matériel ou une vapeur pestilentielle, j'avais bien l'intention de le voir. J'avais déjà fouillé la maison de fond en comble.
Aussi mon plan était-il tout prêt. J'avais décidé de m'installer, pour faire le guet, dans ce qui avait été la chambre de Jan Martens, dont le meurtre occupe tant de place dans les légendes du pays. Il semble que l'appartement de cette ancienne victime était celui qui convenait le mieux à mes projets. La pièce, d'environ 6 mètres, contenait, comme les autres, tout un fatras de vestiges du mobilier d'autrefois. Située au second étage, à l'angle sud-est de la maison, elle était éclairée par 2 fenêtres sans vitres ni volets, une grande à l'est et une petite à l'ouest. En face de la plus grande se dressait une immense cheminée hollandaise, revêtue de carreaux de faïence illustrant l'histoire du fils prodigue. En face de la petite fenêtre, un vaste lit avait été aménagé dans le mur. Les roulements du tonnerre, bien qu'assourdis par les arbres, allaient en augmentant. Je mis au point mon plan. Je commençai par fixer, côte à côte, au bord de la grande fenêtre, les 3 échelles de corde que j'avais apportées. Je savais, pour les avoir essayées, qu'elles permettaient d'atterrir sur l'herbe en un endroit commode. Puis, aidé de mes 2 compagnons, j'allai chercher dans une pièce voisine un grand lit à colonnes, que je traînai latéralement contre la fenêtre. Après l'avoir recouvert de branches de sapin, nous nous étendîmes, nos automatiques à portée de main. L'un de nous devait veiller pendant que les 2 autres se reposaient. De quelque côté puisse venir le démon, notre fuite était assurée. S'il venait de l'intérieur de la maison, nous devions nous sauver par les échelles de corde. S'il venait de l'extérieur, il nous restait la porte et les escaliers. D'après ce qui nous était déjà arrivé, nous ne pensions pas qu'il nous poursuivrait jusque-là, même en mettant les choses au pire. Je veillais de minuit à 1 heure. À ce moment, malgré l'atmosphère sinistre de la maison, le tonnerre et les éclairs, je fus pris d'une étrange somnolence. J'étais allongé entre mes 2 compagnons, George Bennet du côté de la fenêtre et William Tobey du côté de la cheminée. Celui-ci me fascinait étrangement. Je n'arrivais pas à en détacher les regards. Bennet dormait, saisi apparemment de la même curieuse somnolence que moi, et je désignai Tobey pour monter la garde. Pourtant, lui aussi commençait déjà à dodeliner de la tête. Le tonnerre, de plus en plus fort, avait dû influencer mes rêves. Mon bref sommeil fut plein de visions d'apocalypse. Je me réveillais à moitié, sans doute parce que Bennet, en dormant, avait jeté son bras en travers de ma poitrine. Je n'étais pas suffisamment éveillé pour voir si Tobey s'acquittait convenablement de ses devoirs de guetteur. Cependant, j'étais très anxieux. Jamais la présence du mal ne m'avait oppressé à ce point. Je dus me rendormir, car c'est d'un chaos plein de fantasmes que j'émergeais lorsque des cris hideux déchirèrent la nuit, des cris tels que je n'en avais jamais entendus, ni même imaginés. Au milieu de ces cris, la terreur et l'angoisse frappaient, du fond de l'âme aux portes d'ébène de l'oubli, follement et sans espoir. Je m'éveillais pour entrer dans un univers de folie rouge, plein de démons moqueurs, et je crus descendre dans une abîme de terreur inconcevable. Il n'y avait pas de lumière, mais, sentant le vide à ma droite, je compris que Tobey était parti. Dieu seul savait où. Sur ma poitrine reposait encore le bras lourd du dormeur de gauche. Puis vint cet éclair destructeur, qui ébranla la montagne tout entière, illumina les recoins les plus profonds de la forêt séculaire, et fendit le plus vieux des arbres tordus. L'éclair démoniaque d'une monstrueuse boule de feu réveilla brusquement le dormeur, et, à la lueur qui venait de la fenêtre, j'aperçus brusquement son ombre, sur l'immense cheminée, d'où je n'avais pas pu détacher mon regard. Que je sois encore vivant et sain d'esprit est un miracle que je ne puis comprendre. Non, je ne le puis, car l'ombre que je voyais sur cette cheminée n'était ni celle de George Bennet, ni celle d'aucune créature humaine, mais une anomalie prodigieuse, un blasphème vivant, sorti du fond de l'enfer, une abomination sans forme et sans nom, que l'esprit se refuse à concevoir et que la plume est impuissante à décrire. L'instant d'après, je me retrouvai seul dans la maison maudite, tremblant et hurlant de peur. George Bennet et William Robey étaient partis sans laisser de traces, ni même de lutte. Nul n'a plus jamais entendu parler d'eux. Voilà, ceci est la fin de la première partie du récit. Je vous dis à bientôt.